C'est ravi de vous retrouver, vraiment très heureux après cette longue période estivale. Vous étiez très très nombreux avant les vacances d'été à participer aux ateliers virtuels du Gers. Vous êtes toujours aussi nombreux pour ces 17e ateliers virtuels déjà. Donc, on espère déjà que vos congés sont bien passés à tous et que maintenant, vous devez être tous un peu dans les séminaires de rentrée. Certains se sont déroulés, d'autres sont à venir. Donc, on est vraiment en pleine période de rush. Donc, le GERS a décidé de poursuivre, bien entendu, ces ateliers virtuels pour pouvoir vous tenir informés du marché, de ses tendances et encore de la situation actuelle. Alors tout cela est rendu possible grâce à notre environnement. Mais avant de commencer, je voudrais malheureusement vous dire que nous avons eu la semaine dernière la très grande tristesse d'apprendre le décès d'un des administrateurs du GIE Gers, qui était membre du conseil depuis de nombreuses années déjà. Et au nom de tous les administrateurs du GIE Gers, ainsi de tous ceux qui étaient proches de Laurent, nous adressons à sa femme et à ses enfants nos plus sincères condoléances. Voilà. Merci Laurent. Donc, ces ateliers sont possibles et on renforce encore les informations qu'on vous communique grâce à cette interaction de tout l'écosystème pharmaceutique CGDIM. L'ensemble des entités du groupe CGDIM alimente en fait les données que l'on peut vous présenter aujourd'hui, que ce soit les données provenant de SmartRx, Smart 360, de Futura Media, de CMedia, de MedExact, de Santé de Stade, de la BCB. Donc l'ensemble des entités du groupe sont vraiment impliquées. Alors, ces données sont très importantes puisque elles nous permettent bien entendu de faire le point sur la situation actuelle. Et le GERS, que ce soit le GIE ou GERS Data, reste engagé auprès des autorités, que ce soit l'assurance maladie, le ministère des Solidarités et de la Santé, la DGS, la NSM. On continue à leur communiquer des informations sur la situation, que ce soit les données hospitalières via Statop, les données de prescription avec la Bastine, et puis les données d'achat et de distribution des officines grâce au Céline, au SogNow, Sogerly, le Sellout, Gers Rupture et Mediprime. Également, une information importante, on tenait à vous faire part aussi du résultat de l'appel d'offres qui avait eu lieu pendant la période d'été, puisque le Gers a été sélectionné une nouvelle fois par le CEPS pour l'utilisation de sa base de données TIN, qui permet au CEPS de suivre l'ensemble des données en vraie vie. Et cela alimente bien entendu les discussions que le CEPS peut avoir avec vous, d'où l'intérêt de pouvoir partager ces données aussi avec vous. L'ensemble des commerciaux du Gers se tiennent à votre disposition pour pouvoir avoir accès à vos marchés. Alors, dans cet atelier, nous allons traiter de pas mal de points. D'abord, on fera un point sur ce qui s'est passé cet été en médecine de ville. On fera un point sur les vaccins pédiatriques, la situation sur le Covid-19, puisque c'est toujours d'actualité, même si on peut penser que la situation s'améliore. On fera également un point sur l'activité en officine, sur le médicament remboursable. On va faire un focus spécifique sur l'oncologie. On a décidé pour les prochains ateliers, dès celui-ci, de faire des focus sur des marchés spécifiques. Aujourd'hui, donc, l'oncologie. On fera un point sur les variations de prix et l'impact de ces variations.
Ensuite, on traitera des dispositifs médicaux, de l'automédication, des produits de santé conseil. Et enfin, on fera un zoom sur les compléments alimentaires, les produits bio, la dermocosmétique et les produits vétérinaires. Mais tout de suite, je laisse la parole à David pour vous faire le point sur la situation en médecine de ville. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. Parfois, je regrette même que l'été soit là parce que du coup, ça crée de la distance et du coup, on n'a pas pu partager ça avec vous. Je blague bien entendu. J'étais bien content de pouvoir profiter de ces vacances. Alors en médecine, l'été, donc juillet à fin août, donc semaine 26 à 35, on le voit bien par rapport à l'année dernière en termes de consultation. Médecine générale, moins 3%, plus 1 par rapport à 2018-2019. Donc, on voit bien qu'on a repris, entre guillemets, un trend standard par rapport aux autres années, même si on voit que depuis le début de l'année, en termes de consultation chez le médecin généraliste, on est en croissance. Mais c'est vrai que la question qu'on avait eue et qu'on avait commencé à aborder avec vous, c'est « Ok, mais j'ai plus de consultations. Pour autant, on a splitté consultation avec prescription et consultation sans prescription. » On voit bien que depuis le début de l'année, surtout porté par le vaccin, les consultations sans prescription, plus 17%. Mais si on regarde sur l'été ce que ça a pu donner, que ce soit avec prescription ou sans prescription, on est très proche, puisque au total de moins 2% par rapport à l'année dernière. Qu'en est-il sur l'usage de la téléconsultation et notamment sur cet été? Donc, toujours en valeur absolue, le poids que ça représente. L'été était peu propice malgré tout à la téléconsultation. On se maintient, on le voit bien semaine après semaine, mois après mois, autour de 4-6% des consultations qui sont en digital. Et on voit que par rapport au mois d'avril 2020, qui était le plus fort mois en termes de téléconsultation, on est descendu autour de 14%. Donc, on a une position du digital dans la relation patient-médecin qui est encore malgré tout fragile et qui met du temps à s'imposer, à trouver sa place et à trouver son rythme de croisière. En termes d'activité chez les spécialistes, on voit bien que l'été est en recul, que ce soit par rapport à 2020 ou par rapport aux années antérieures. C'est valable quelles que soient les spécialités. Beaucoup plus fort en psychiatre, en rhumato, en pneumo par rapport notamment à 2020. Mais on voit bien, quelle que soit la spécialité, il y a du recul en termes de consultation par rapport aux années passées. Un point sur les vaccins pédiatriques. Et là, pour regarder un peu l'évolution et de savoir si on a repris un rythme de croisière par rapport à toute cette année 2021, en se basant sur une base 100 2018, on voit bien que l'année dernière, sur les 0-1 an, on avait rattrapé, on avait un beau début d'année, ou les 8 premiers mois de l'année, on était à plus 22% par rapport à 2019. Là, on est plus 20% par rapport à 2018 sur cette cible-là. On est un petit peu en recul quand même sur les 2-4 ans, plus fort sur les 5-9 ans. Donc, on voit quand même malgré tout que la vaccination est en position, est installée chez le médecin généraliste. Là, je suis vraiment hors Covid, et notamment chez les pédiatres, où effectivement, on est légèrement en recul sur les 2-4 ans, mais par contre, chez les nourrissons, on est effectivement en croissance par rapport à 2019. Et surtout sur les 5-9 ans, on avait un trou, un appel d'air l'année dernière sur cette cible-là. On a, entre guillemets, rattrapé ce retard sur cette année 2021. Alors, un point sur le Covid, on voit qu'aujourd'hui, on est plus ou moins maîtrisé dans cette 4e vague. Et on voit surtout qu'à travers SIN, les rechutes touchent plutôt les personnes qui ont eu le Covid par le passé et toujours pas vaccinées, qui du coup rattrapent un nouveau variant. Et on le voit bien depuis mi-août, la croissance des rechutes, notamment sur les non-vaccinés. Pour les vaccinés, on reste globalement stable sur cette partie-là. Alors, le point sur l'activité officinale, qu'est-ce qu'on peut dire?
Et ben, du coup, pour changer un peu, on commence par les tests antigéniques et vous pouvez voir l'explosion de la réalisation des tests antigéniques en officine à partir de la mise en place du pass sanitaire. On a tourné autour de 3 millions de tests par semaine uniquement en tests antigéniques en officine. Ça veut dire plus de 12 millions sur les 4 dernières semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes officinales sont fatiguées. Ça veut dire que du coup, elles ont été très sollicitées. Ça montre aussi que le réseau a pu absorber une demande exponentielle de réalisation de tests antigéniques. Même les autotests ont fait de la croissance. Ça s'est plus vite neutralisé malgré tout. Mais par contre, 12 millions de tests, ça veut dire effectivement plutôt un bénéfice économique pour le réseau officinal dans sa globalité. Par contre, des équipes officinales épuisées après ces 4 semaines de tests antigéniques à haute dose, si vous me permettez l'expression. Alors, quand on regarde sur l'été, qu'est-ce que raconte le réseau officinal sur la délivrance et la dispensation de produits de santé, quels qu'ils soient, plus 6% sur l'été, plus 8 par rapport à 2019. Donc, on voit bien un réseau qui se maintient. Et là, je suis hors test antigénique. Et la prescription de ville, on est à plus 2, aussi bien par rapport à 2020 qu'à 2019. Donc, on voit bien qu'on a absorbé cette année 2020 en termes de délivrance de la prescription de ville. On a toujours la prescription hospitalière et du coup, c'est ce que montrera tout à l'heure Patrick sur l'évolution des produits de sortie de réserve hospitalière et notamment l'onco et la croissance sur ces dernières semaines. Mais vous regardez, plus 14 sur l'été par rapport à 2020, plus 21 par rapport à 2019. Donc, un segment qui est fort en impact en termes de chiffre d'affaires pour l'officine, moins en termes de marge, mais beaucoup plus de patients avec une complexité thérapeutique très importante. Et le conseil au sens large du terme, un été à plus 5, même si on a vu qu'il n'a pas fait beau partout. J'espère qu'une partie d'entre vous, au moins la majorité, avait profité du soleil. Quand je vois la tête de Patrick, je me dis que le soleil n'était pas très, très loin, et plus 10% par rapport à 2019. Alors, par taux de TVA, le 2,1, principalement le remboursable, on voit l'été plus 7%, donc délivrance forte de médicaments. Le 5,5 qui comprend aussi bien des DM remboursables que les compléments alimentaires, que les denrées alimentaires et du coup la nutrition, plus 1 par rapport à l'année dernière, plus 12 par rapport à 2019. Donc, on reste soutenu comme l'année dernière en termes de trend. La bonne nouvelle, je pense, c'est l'OTC, le médicament non remboursable à TVA à 10, plus 14% sur l'été, plus 11% par rapport à 2019. On le verra tout à l'heure dans les slides sur l'automédication, des belles choses avec un peu de moquerie, mais c'est vrai qu'on va le voir, probablement un petit peu plus de virus qui ont circulé. Et le 20% qui porte aussi bien les accessoires que l'apparat dermocosmétique que certains dispositifs, un été à moins 1, plus 2 par rapport à 2019, mais on voit bien que ce taux de TVA-là a passé un été dans la turbulence. Le panier, que ce soit sur ordonnance ou conseil, reste soutenu, moins par rapport à l'année dernière, on va le voir, c'est principalement sur le conseil la baisse du solaire, mais on tourne toujours sur un panier autour de 15,90 €, il était 16,11 € au mois d'août l'année dernière, 15 € en 2019, et le médicament remboursable, ou plutôt l'ordonnance, qui, elle, du coup, se porte bien en croissance, en évolution sur les 2 dernières années de plus 8%. Patrick, le remboursable, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau? Alors effectivement, merci David. Sur le remboursable, le remboursable suit un peu ce qui se passe, bien entendu, dans l'activité en officine, comme David a pu vous le présenter. Et on voit sur les données salines à fin août, donc les dernières qu'on puisse avoir, même si pour les données à fin août, il s'agit d'une estimation à partir des données SIG hebdo, mais néanmoins, cette tendance est bonne. Mais on voit que depuis le mois de mars, la croissance est là. Il y a plus 8% depuis le mois de janvier
par rapport à 2019 et plus 7% par rapport à 2020. Donc, très forte croissance du marché remboursable. Le mois d'août ne va pas échapper à la règle puisque sur le mois, on va se situer aux alentours de plus 10% de croissance du marché remboursable. Et en cumul mobile, on devrait arriver à plus 7, en cumul fixe, pardon, depuis janvier, on devrait arriver à plus 7,8. Donc, une tendance qui a tendance à s'accroître. Bon, elle se ralentira peut-être sur la fin de l'année, puisque le dernier quadrimestre 2020 et 2019 avait été fort. Donc, on peut s'attendre à un léger ralentissement, mais quoi qu'il en soit, l'année 2021 sera une année de forte croissance pour le marché remboursable. À cela, mais on le verra un peu plus tard, s'ajoute une augmentation du marché hospitalier. Alors, on peut penser que cette augmentation du remboursable, elle est liée à quoi? Elle est liée, bien sûr, à la sortie des produits de réserve hospitalière. Elle est liée également à la croissance des différents marchés. Mais tout cela va faire que, vraisemblablement, on risque d'avoir, d'un point de vue régulation du médicament, un déclenchement assez fort de la clause de sauvegarde pour 2021. Il est encore un peu tôt pour faire, bien sûr, des prévisions à ce niveau-là en termes de montant de la clause de sauvegarde, mais compte tenu des évolutions et du marché ville et du marché hospitalier, hein, marché ville en cumul mobile, là, plus 4%, hôpital à plus 10%, la clause de sauvegarde va se déclencher fortement en 2021. Maintenant, les derniers mois permettront d'ajuster cela. On voit qu'en nombre de jours ouvrés, on est exactement au même niveau entre 2000, quasiment au même niveau entre 2021 et 2020, donc pas d'influence de ce côté-là. Concernant donc l'évolution du chiffre d'affaires en cumul mobile annuel, à la fois en office et en ville, hein, on voit que l'officine, ben, on est sur des croissances 10%, l'hôpital plus 6%, et au global, on est à plus 4%. Et pour l'évolution sur le mois, ben, je vous les ai donnés tout à l'heure, et août sera pour l'officine sur le remboursable aux alentours de plus 10. En ce qui concerne le taux de pénétration des génériques, ben on voit que celui-ci, c'est la courbe en vert. Ce taux de pénétration se maintient, hein, depuis le début de l'année, au-delà de 83%, entre 83,1% et 83,9%. Il est assez stable, globalement supérieur à 2020, excepté le début d'année 2020 qui avait été très fort lié à la mise en place de la mesure spécifique de l'article 66. Donc, on peut penser que pour l'année, le total de l'année 2021, on se situera entre 83 et 84% de taux de pénétration des génériques. Comme on vous l'avait dit, on a décidé pour cet atelier de faire un zoom sur une classe de produits particulière, et c'est les produits d'oncologie, la classe L01 entre août 2016 et juillet 21. Et vous voyez que cette croissance est continue, puisque en juillet 2017, en cumul mobile annuel, on était à 965 millions d'euros, pour passer en juillet 2021 à plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance qui est constante, qui est très forte chaque année, plus 29 en 2017, plus 30 en 2018, plus 20 en 2020 et plus 11% pour cette année. Donc, cette dynamique au niveau de l'oncologie se traduit au niveau des différents produits, hein. On a
Imbruvica qui a une croissance extrêmement forte avec 303 millions d'euros de chiffre d'affaires, 21% de croissance par rapport à l'an dernier. Ensuite, on retrouve Ibrance, mais qui est en légère régression par rapport, et c'est le seul dans le top 10, par rapport à 2020. Et vous voyez que tous les autres, Tagrisso, Jakavi, Carbometics, Vinclixto, bon, et tous les autres, je ne vais pas les citer, sont tous en très forte croissance par rapport à 2020 et bien entendu par rapport aux années antérieures. Quand on regarde le top 5 des contributeurs à la croissance, toujours en oncologie, et les top 5 des contributeurs à la décroissance, on voit que les 5 premiers produits qui contribuent à la croissance apportent 170 millions de plus. Il s'agit d'Imbruvica de Janssen, Tagrisso, Verzenio's, Vinclixto et Lynparza. Donc, leur croissance sur 2021 rapporte plus 170 millions. En revanche, les 5 produits Ibrance, Sprycel, Sutent, Tarceva et Ninlaro, eux contribuent un peu à la décroissance, ou en tout cas, on ne va pas dire à la décroissance, mais au ralentissement de la croissance, puisque leur décroissance ne pèse que pour 72 millions d'euros. Quand on regarde ce marché de l'oncologie à l'hôpital, on aurait pu penser que, compte tenu de l'évolution en ville et de la sortie de réserve hospitalière, on aurait pu avoir une baisse du marché hospitalier. Il n'en est rien. Il n'en est rien, puisque sur les 3 dernières années, on voit une forte augmentation, plus 6% en 2019, plus 11% en 2020 et plus 16% en 2021, donc une croissance continue malgré cette sortie de réserve hospitalière concernant de nombreux produits. Mais la croissance du marché hospitalier, alors bien entendu, on est en prix tarif ici, mais cela reflète quand même la tendance du marché. Cette croissance est liée à la sortie de nouveaux produits qui sont également très chers. Alors, que se passe-t-il au niveau des variations de prix? Donc, c'est un suivi que l'on vous montre depuis maintenant le début de l'année 2021 grâce au nouvel outil MediPrime développé par Gersdata. Donc, David, si vous voyez que l'objectif qui était fixé par les pouvoirs publics était de 640 millions d'euros d'économies sur les baisses de prix en net. Quand on regarde la situation en ville, on voit qu'il y a eu 170 millions de baisses de prix qui ont été réalisées en économie sécurité sociale, c'est la colonne de droite. Et on estime pour les mois restants l'économie à 181 millions, soit 350 millions pour la ville. En ce qui concerne l'hôpital, il y a eu 123 millions d'exécutés déjà à fin août et on prévoit 37 millions d'impact sur les derniers mois, soit au total 293 millions d'exécutés et 218 millions de projetés. Ce qui veut dire que sur cette année 2021, on aura environ 450 millions de projetés en prix net sur l'année, soit à peu près 70% de l'objectif, et cela en l'absence de nouvelles baisses de prix qui pourraient survenir en cours d'année. Mais quoi qu'il en soit, on devrait être en dessous de l'objectif. Il est vrai que cela vient après une année 2020 où les baisses de prix avaient été extrêmement massives. Enfin, dernier point sur les ruptures. Sur les ruptures, ça a été un sujet qui a été pas mal commenté pendant l'été. On peut voir sur la slide suivante, David, que le nombre de présentations en rupture est en très forte baisse. C'est ça depuis, alors on suit, c'est la courbe que l'on avait mis en place au moment de la première semaine de confinement en 2020. Et on voit que depuis quasiment le début de l'année 2021,
on est à un niveau extrêmement bas puisque moins de 900 présentations en moyenne sont en rupture. Et en général, ce sont des ruptures de courte ou moyenne durée, les ruptures de longue durée étant beaucoup moins fréquentes qu'elles ne l'étaient dans le passé. Donc vraiment une très grosse amélioration à ce niveau-là et il faut vraiment saluer le travail qui a été fait par les industriels au niveau de la production pour permettre de diminuer extrêmement fortement ce nombre de produits en rupture. David, les dispositifs médicaux, qu'en est-il depuis sur cette période? Il n'y a pas à dire, je préfère vraiment quand tu présentes le remboursable, parce que du coup, la complexité des noms de marque, c'est quand même plus à l'aise quand c'est toi qui le fais. Alors, sur les dispositifs médicaux LPPR, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de délivrance sur cet été, plus 3 par rapport à l'année dernière, sachant que l'année dernière, vous l'avez vu, hein, il y avait un gap significatif par rapport au confinement qui avait fragilisé tout ce segment-là. On est à plus 3 par rapport à l'année dernière, plus 12 par rapport à 2019. Donc, on retourne sur du dynamisme. Pour autant, on va avoir vraiment le soin post-op et métabolisme, c'est tout ce qui touche au diabète, qui reste dynamique, vraiment porté par le soin post-op. Et pansement, compression, ortho, tout légèrement négatif par rapport à l'année dernière. Mais on voit bien que ça résiste malgré tout. Et du coup, ça reprend un peu de couleur. C'est effectivement des désagréments, mais par contre, ça voit que ça permet de montrer que la vie reprend le déçu ou le quotidien. Alors, en termes de santé conseil, qu'est-ce que nous raconte ce marché? Globalement, alors c'est tout ce qu'on pourrait mettre derrière la santé familiale en enlevant tout ce qui est dermo, tout ce qui est gel hydroalcoolique, les masques. On voit un marché qui est légèrement positif par rapport à 2019 ou 2020. Pour autant, l'été, plutôt bon, plus 6% par rapport à l'année dernière, plus 11% par rapport à 2019. Et quand on regarde, alors là, on a fait un graphique, vous nous direz ce que vous en pensez. On a essayé de le faire évoluer. Quand je dis on, c'est plutôt les équipes et je m'approprie. C'était de se dire, souvent on compare par rapport à 2020. Quand on compare à 2020, on nous dit, ouais, mais du coup, 2019, ça racontait quoi? Parce que j'ai des labos qui ont été très dynamiques et après moins. Donc là, on a fait en ordonnée une moyenne de la contribution à la croissance sur les 2 dernières années, donc 2020 et 2019, et la part de marché sur l'axe des abscisses. On voit que, on va le dire, la moitié des laboratoires sont sur les 2 années en moyenne dynamique. C'est le cas de Sanofi, c'est le cas de la Cooper, c'est le cas de Bayer, Urgo, Pilège, Mylan, Nutergia, Menarini, notamment avec Novalac et Hartmann. On voit que pour un certain nombre d'autres laboratoires, c'est plus difficile sur ces 2 dernières années. On voit certains qui reculent pour différentes raisons, le déremboursement, les difficultés à pénétrer sur un certain nombre de segments. Mais globalement, on voit bien qu'il y a une répartition équilibrée entre dynamique et recul. Quand on regarde les segments sur cet été qui ont été dynamiques ou en recul, alors on a le douleur et fièvre, plus 16% par rapport à l'année dernière. Tonus vitalité qui reste dynamique, plus 20%, qui gagne une place. Le sommeil qui se maintient, même si on était en vacances, on voit bien que peut-être un peu d'angoisse ou le besoin de mieux dormir. On a les jambes lourdes qui reculent. Et puis, vous pouvez voir le petit 10e qui était 15e l'année dernière. Alors, c'est toujours avec un petit peu de moquerie, de cynisme. Et c'est parce que vraiment, on est entre nous, le mal de gorge qui montre que un peu de virus, un peu moins de gestes barrières, et on a le mal de gorge qui gagne 34% par rapport à l'année dernière et qui passe de la 15e à la 10e place. Et ça se répercute sur l'automédication, donc sur le conseil du pharmacien sur le médicament. Et on le voit bien, regardez sur mai, juin, juillet. Donc, une fois qu'on a retiré le comparaison avec le confinement de l'année dernière et la forte demande de certains médicaments en conseil pharmacie, mai, juin, juillet, août, qu'est-ce qu'on a? On a plus 10% par rapport à l'année dernière et même plus 1 par rapport à 2019. Je pense que ça fait longtemps
que le médicament d'automédication n'a pas été flat ou en légère croissance par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Et cela, c'est porté par le retour du virus. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas si on doit se réjouir ou pas, mais ça montre quand même que du coup, il y a de la proximité, il y a quand même des gestes barrières qui sont fragilisés. Vous regardez, mal de gorge, diarrhée, toux grasse, rhume hétagrippal, toux sèche, qui deviennent très, très dynamiques, notamment par rapport à l'année dernière. Top 10 des contributeurs à la croissance, c'est plus 30 millions, alors que le top 10 des contributeurs à la décroissance, c'est moins 9 millions. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, on voit que certains médicaments de conseil pharmacie sont repartis à la gauche, notamment sur le virus. Sur les compléments alimentaires, au sens, je vais dire, à la fois statutaire, mais aussi en termes de galénique, puisqu'on a intégré des dispositifs médicaux qui s'ingèrent et qui sont souvent considérés comme des compléments alimentaires. Vous le voyez, sur l'été dynamique, plus 12% par rapport à 2020, plus 21% par rapport à 2019. Donc, on est soutenu sur ce statut de complément alimentaire, sur ce forme de complément alimentaire. C'est à la fois un dynamisme en termes de promesses et un dynamisme aussi en termes de statut. Vous le voyez, le tonus vitalité, on est à plus 36%, le sommeil, plus 20%, on a les immunités défense naturelles qui restent en forte croissance. Pour autant, on va avoir le stress en complément alimentaire qui est en fort recul et la perte de poids. On est moins sur le maigrichon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour moi. Mais c'est vrai qu'on voit bien que ce segment-là reste en fort recul et ça se répercute naturellement quand on regarde l'évolution par rapport à l'année dernière, puisque là, on est sur des marchés qui sont dynamiques. On a Arco qui reste premier au coude à coude avec Pilège en termes de compléments alimentaires. On a Bayer qui a pas mal transféré de ses AMM, donc de ses médicaments d'automédication, sur des statuts compléments alimentaires, notamment avec Beroca Boost, donc qui est dynamique en complément alimentaire. On a Procter qui est fort avec Zézéquil en gummies, Nutergia également, mais on voit que les positions restent bien ancrées avec, malgré tout, certains laboratoires qui deviennent très dynamiques. On a Pranarome qui se maintient, qui continue à être dynamique sur ses compléments alimentaires, au même titre, effectivement, qu'on va avoir un Aboca, un INLDA qui est sur ces tendances-là. Alors, sur le bio, au sens large du terme, on le voit bien, forte croissance l'année dernière, on continue à faire de la croissance, mais on sent que c'est dur, on sent qu'il y a besoin de trouver dans l'officine la position qu'on peut donner, le linéaire qu'on doit donner, l'environnement qu'on doit donner au bio. On est sur un marché depuis le début de l'année autour de 250 millions sur le bio, 12% sur l'été par rapport à l'année dernière, plus 40%. On voit bien que dans cette notion de conseil, dans cette notion d'accompagnement du consommateur ou du patient, il y a besoin de différenciation. Le bio en est. Il y a également tout ce qui va toucher au vegan, à la protection de l'environnement, tous les critères qui vont rentrer en ligne de compte sur justifiez-moi, qu'est-ce qui va faire que je vais donner tel type de produit à tel consommateur. Les huiles essentielles sont en recul. Il faut bien avouer que l'année dernière, notamment sur certaines huiles, je pense au Ravinsara, on a été sur des années exceptionnelles. Je pense qu'il y en a qui en ont quelques barils à la maison dans le cadre de la protection du Covid. Mais sinon, on voit bien toujours la nutrition infantile en forte croissance, le corps également, plus on se ressent, et puis également confort respiratoire, douleur articulaire et l'immunité, défense naturelle. Même l'atout est très dynamique sur les compléments alimentaires et surtout sur le bio. Là aussi, quand on regarde sur le bio, Pranarome, premier acteur depuis l'été, donc sur cet été, sur ces 8 dernières semaines, devant Arco, devant Velleda, donc très belle performance de Pranarome. On a aussi dans le quintet, on va avoir Pure Essentiel et Gilbert. Et puis ensuite, on a Perrigo qui reprend un petit peu de couleur sur ce segment-là et Sanofi qui gagne 10 places,
qui était 19e et qui passe 9e. Puis des labos, malgré tout, qui ont été forts sur le solaire, même si ce n'était pas une bonne année pour le solaire. Il y avait quand même des solaires qui se vendaient, surtout dans le sud de la France plutôt que dans le nord. Laboratoire de Biarritz et Patika qui restent dynamiques sur ce segment-là. Alors, en hygiène et dermocosmétique, -1, +1 sur cet été. Bon, globalement, on ne s'en sort pas si mal que ça par rapport à l'année dernière. On reste dynamique depuis le début de l'année. Ça reste des bonnes choses. Mais par contre, on va le voir à l'intérieur, ça chahute sur cet été-là. On voit que c'est dur pour le tiercé de tête, Aven, La Roche-Posay et Bioderma, surtout pour le troisième, premier contributeur à la décroissance. Et si on regarde les bonnes nouvelles, on a Nux qui respire un petit peu, Caudalie et SVR. SVR sur ce top 20 et premier contributeur à la croissance. On a également Eucérine, Chlorane et Tiaxil qui sont dynamiques. Donc, on voit un peu de déodorant et également de la dermo. Alors, dernière slide pour terminer et puis pour vous libérer. Le vétérinaire et surtout, le vétérinaire, ça reste un segment, notamment sur l'été, qui dépend du temps. Quand il fait chaud, c'est quand même mieux pour le segment du vétérinaire. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est le focus, notamment sur le confinement de l'année dernière que vous voyez en bleu, semaine 13. Rappelez-vous, la dernière fois, c'est semaine 12, le confinement, mais semaine 13 jusqu'à la semaine 24, on voit bien gros segment vétérinaire en officine. Pour autant, 1 an après, on est retourné pile poil à ce qu'a été le marché en 2019. Ce qui montre bien, c'est qu'à un moment donné, si industriel, groupement, pharmacie, ne change pas sa manière d'appréhender et de conseiller le consommateur, on voit qu'on peut avoir des effets d'aubaine. On voit qu'il y a certains laboratoires qui ont profité entre guillemets, de certains segments qui étaient porteurs. L'enjeu maintenant, c'est que ça soit pérenne et que ça soit durable. Et on le voit avec ce segment du vétérinaire que globalement, si on ne change pas collectivement, alors je vais le dire avec humour, si vous achetez tous le Gers, ça ira mieux, mais globalement, si tous ensemble, on analyse et on se dit sur certains segments, si j'amène pas du conseil, au final, on le voit bien sur l'été, au final, je reviens à ce qu'était le marché les années précédentes et donc du coup, je n'en bénéficie pas à la hauteur de ce que je peux amener en termes de conseils. Voilà, du coup, je vous remercie beaucoup. Et Patrick, un mot pour terminer? Ouais, merci David pour cette présentation très intéressante. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce 17e atelier. Et on sera très, très heureux de vous retrouver pour les 18e. Vous allez recevoir d'ici quelques jours la date et le créneau horaire. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.